Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on scanne les sociétés, on en parle avec nos blogueurs et cette semaine à l'approche des vacances, on va parler de tourisme et surtout de nouveaux types de tourisme. Avec vous, Morgane Porto-Koresh. Morgane, vous êtes la blogueuse du blog The Leopard Lake, vous êtes blogueuse mode, mais vous êtes aussi une grande globe-trotteuse. Et avec vous, il y a Yoram Salamon. Yoram, merci d'être avec nous, ancien directeur marketing du site partirenisraël.com, qui est un agent de voyage en ligne. Et vous êtes aussi aujourd'hui, vous dirigez le célébrissime qu'on connaît bien dans Social Blog, Roots Israël. Merci tous les deux d'être avec nous. La plage, le soleil ne semblent plus suffire à satisfaire les touristes de la nouvelle génération. Après les années tourisme de masse, les vacanciers recherchent l'aventure et la découverte. C'est ce que nous allons voir à travers le Green Olive Tour fondé par Fred Shlomka, qui organise des séjours engagés avec au programme des visites de camps de réfugiés palestiniens. Et puis nous ferons un tour d'horizon dans le poste des tourismes alternatifs les plus extrêmes. Mais avant cela, voici 3 infos venues des 4 coins du monde. On se connecte tout de suite au 56K. Imam et rockstar. Cette semaine, Ahmet Musin Touzer s'est produit un concert devant des milliers de personnes à Antalya, en Turquie. Une enquête des autorités religieuses du pays vient en effet de décider que son groupe de rock n'outrageait pas les valeurs de l'islam. L'imam soufi est devenu soudainement célèbre l'année dernière et son premier single, intitulé Viens à Dieu, a déjà plus de 50 000 vues sur YouTube. Pour lui, chanter est une mission divine pour prêcher un islam tolérant et sa musique s'inspire autant de religion que de George Michael. Prochain concert à New York en octobre qui rassemblera des groupes musulmans, chrétiens et juifs. En Israël, l'armée délocalise la fabrication de ses bottes et les chaussures seront désormais achetées aux États-Unis. Pour des problèmes de qualité et de prix trop élevés, la décision a finalement été prise, mettant une centaine d'employés sur la paille qui fabriquaient 80 000 bottes par an pour l'armée israélienne depuis la création de l'État. Autre explication, l'aide américaine versée à Israël, 3 milliards de dollars par an, doit être dépensée aux 3/4 aux États-Unis. Un coup de pied un peu amer pour l'usine Brill. Il s'appelle Peanuts, il a 2 ans et il vient fraîchement d'être élu chien le plus moche du monde. Lors d'une élection de très haut niveau organisée en Californie, il s'est démarqué par son physique disgracieux. Une belle revanche pour lui qui a été recueilli chiot après avoir été sévèrement brûlé. Une manière comme une autre de dénoncer les violences faites aux animaux. Morgane, votre choix parmi ces 3 infos? Alors moi je prends le chien moche. Peanuts. Peanuts, je trouve que c'est très bien d'avoir recueilli cet animal. J'ai moi-même un jour adopté un chat moche avec un seul œil. Est-ce que vous l'aurez chez vous, Peanuts? Peanuts Oui. Non, je pense pas. Pour le chat, ça vous a suffi. Il fait un petit peu trop peur. Yoram, votre choix? Je suis un peu jaloux parce que je voulais prendre le chat moche aussi, mais bon, je vais me rabattre sur l'imam. Alors, l'imam, la Turquie. Mais c'est bien. Je trouve qu'ils se sont mis en phase. Ils ont compris qu'il fallait pas montrer une image fermée des choses. On vend la religion maintenant en étant en étant sympa, en étant un rockstar. C'est bien. C'est dans le fil du temps. Parmi les 2,5 millions de touristes qui visitent Israël chaque année, certains d'entre eux délaissent les plages de Tel Aviv ou les lieux saints de Jérusalem pour venir se rendre compte sur place de la situation parfois compliquée. C'est en suivant cette tendance que Fred Shlomka a créé Green Olive Tour, qui propose des séjours politiques et engagés au cœur du conflit israélo-palestinien, plongé au cœur du tourisme de guerre avec ce portrait signé Ron Friedman. Quelques heures plus tôt, cette maison du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie était le théâtre des recherches de Tsahal pour retrouver les 3 étudiants kidnappés. Mais le jour venu, ce lieu retrouve sa fonction d'attraction touristique. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent en Israël pour profiter des plages et de la vie nocturne, des lieux saints ou des sites archéologiques. Mais certains préfèrent s'éloigner des sentiers battus. Green Olive Tour, fondé par Fred Shlomka, est un collectif appartenant conjointement à des Israéliens et des Palestiniens. Le but avoué de cette entreprise de tourisme, pas comme les autres, est de proposer des séjours qui marquent les esprits. On a créé cette société en pensant au public venu d'Europe et des États-Unis. Nous sommes en même temps une organisation de défense des droits, de défense de la démocratie et des droits humains. Ce sont ces valeurs qui déterminent le côté critique que nous incluons lors de nos visites et c'est ce qui dessine les circuits que nous proposons. Aujourd'hui, direction Naplouse et sa région pour ce groupe de touristes.
Après une visite rapide au puits de Jacob et des explications sur l'histoire ancienne et récente du site, arrive enfin le point culminant de la journée, le camp de réfugiés de Balata. Habituellement, les touristes ont droit à la visite au centre d'accueil dans lequel on leur raconte des décennies d'asile, puis d'un tour dans les rues à la rencontre de la population. Je veux une photo avec vous. Mais aujourd'hui, un spot touristique particulier les attend. L'armée israélienne soupçonnait cette maison d'être une cache d'armes et en a détruit une partie. Un cratère sur le sol indique le point d'impact. Le récit du traumatisme de cette famille sera, à n'en pas douter, un des moments forts de la visite. Tout en menant le groupe à travers le labyrinthe des ruelles étroites, Mohamed justifie ce que certains peuvent considérer comme l'exploitation commerciale de la cause palestinienne. Our goal is like to transmit the image and what other media and other companies never does. So this is how we contribute to the camp. Après le camp de Balata, les touristes pourront faire leurs emplettes au marché de Naplouse et déjeuneront dans un village samaritain sur le mont Grézim. Tout au long de la journée, la visite insiste sur la cause palestinienne sans jamais confronter les points de vue et sans parler de la vie des Israéliens touchés par le conflit. Un parti pris qui ne dérange pas ce touriste américain. C'est vraiment décourageant. J'ai l'impression qu'on m'a donné un point de vue unilatéral la plupart de ma vie. Entendre l'aspect palestinien de la question est tragique. Green Olive Tour tourne bien sans pour autant être l'entreprise touristique la plus lucrative du pays. Mais pour eux, donner un aperçu de la situation sur place est déjà un objectif en soi. Alors ce tourisme de conflit, est-ce que c'est une manière de se confronter à la réalité, d'aider les populations, ou est-ce que c'est une manière de donner bonne conscience ou avoir simplement des sensations fortes? Quel est votre ressenti profond là-dessus? Je crois qu'on est toujours dans le voyage aujourd'hui, ça se consomme et donc tout le monde va dans les mêmes endroits et on se retrouve avec des millions de touristes. Et les gens ont besoin de se retrouver dans un voyage où ils vont pas trouver de touristes et se donner des émotions. Donc ils choisissent ce genre de voyage parce qu'ils se sont dit on va avoir des émotions, on va se confronter et on va pouvoir les mettre en valeur quand on va rentrer chez nous. Sauf que finalement ils rentrent dans le schéma classique, c'est-à-dire d'un truc très standardisé où on a balisé le schéma de ce qu'ils vont voir et je pense que c'est un piège, surtout claqué. C'est très balisé parce qu'on montre qu'un seul point de vue. Parce qu'au début, on voit bien que le créateur de cette association, cette agence de voyage, il dit qu'il est pour la démocratie, montrer la justice, les droits de l'homme. En même temps, il montre un point de vue et pas l'autre. Donc c'est un peu biaisé. On va parler du point de vue justement des populations qui accueillent ces visites. On va écouter une petite interview, deux interviews qui ont été faites à Jakarta, dans un quartier très pauvre, dans le même type de voyage. Et nous avons le point de vue du touriste et le point de vue de la personne qui habite sur place. On appelle ça un tour, nous permet de voir un petit peu Jakarta d'une façon un peu différente, pas le Jakarta propré qu'on a autour de nos maisons avec piscine. Par contre, venir seul, je ne le ferai pas. Et heureusement que Ronnie est là pour me protéger parce que j'ai l'impression quand même on me regarde de façon un peu bon, c'est qui, elle vient faire quoi Si c'est juste pour se faire une idée, s'ils viennent seulement nous regarder sans nous aider, c'est mauvais. Notre communauté a encore beaucoup de besoins, nous manquons de beaucoup de choses. Alors, pour les populations locales? Alors c'est sûr que pour les populations locales, c'est quelque chose de différent. Eux, ils le prennent vraiment comme du voyeurisme. Quels ont été les échanges avec les populations locales? Alors en général, moi ça s'est bien passé, parce que vu que j'aime bien faire un peu de shopping local et rencontrer les gens, c'est vrai que j'y vais même toute seule, c'était pas non plus des endroits dangereux, mais en général ils sont assez satisfaits du fait que je veuille connaître un peu plus hors des sentiers battus comment se passe leur vie au jour le jour. Maintenant, est-ce que c'est vraiment aider la population? Je pense que qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils ont aussi un gouvernement qui devrait aussi les prendre en charge. Ouais, de toute manière, il y a dans des pays quand même défavorisés pour la plupart, les populations locales, elles considèrent le touriste, il doit rester à sa place. Ça veut dire qu'à partir du moment où le touriste il vient avec soi-disant un message d'aide, ou etc., où je suis attentionné par rapport à ce qui se passe, c'est quelque chose, à mon avis, qu'ils ne doivent pas du tout recevoir. La vraie personne qui a envie de s'engager, elle ne vient pas faire du tourisme et se prendre en photo, etc. Donc je pense qu'il y a une méfiance mais énorme par rapport à ça. Donc je comprends la réaction. Volontariat est très différent de juste simple tourisme, juste voyeurisme. La tendance est donc de plus en plus de vouloir sortir des sentiers battus pour faire de ces vacances une expérience unique. Alors en manque de sensations fortes, certains touristes se tournent vers le tourisme extrême, visite de bidonvilles, de zones de guerre ou de stages commando. Petit tour d'horizon des séjours extrêmes dans le poste de Marie Semelin. Le
touriste en a marre de se promener en short pour prendre des photos de fontaines, il veut des sensations fortes. Plusieurs options existent, vous pouvez prendre un bus pour passer quelques heures dans un favela de Rio ou un slum de Bombay et voir des pauvres de loin. Aussi très en vogue en ce moment, le tourisme de conflit, comme ce japonais connu pour traîner ses guêtres en Syrie, ni djihadiste ni journaliste, 3 appareils photo autour du cou parce que selon lui, sa vie chez lui est beaucoup trop ennuyeuse. Maintenant que la Syrie est devenue un peu trop tendue, vous pouvez prendre un billet pour le Liban et aller visiter le musée du Hezbollah. Dans cet ancien camp d'entraînement secret transformé en Disneyland de la guerre sans Mickey, une tranchée appelée Abyss rassemble des tanks, des casques et autres objets pris à l'ennemi sioniste. De l'autre côté de la frontière, en Israël, vous pourrez faire un stage d'1 semaine pour le prix de $2900 où vous pourrez tuer pour de faux des faux terroristes, rencontrer des agents secrets et des Palestiniens infiltrés. Le tour opérateur Revenez Vivant vous emmène quant à lui au Soudan, en Afghanistan ou en Haïti. Et pour augmenter vos chances de vraiment revenir vivant, vous pouvez opter pour l'agence Political Tours, basée à Londres, fondée par Nicholas Wood, un ancien reporter du New York Times. Ici, il y a moins de Kalachnikov et des journalistes, des experts et des locaux qui vous font découvrir l'histoire de l'Irlande du Nord ou du Kosovo. Bref, moins de biscottos et peut-être un peu plus de neurones. Alors là, on est dans les cas extrêmes et j'aimerais vous montrer un peu un succès qui a 40 ans, c'est le succès du Guide du routard. La première année en 1973, ils en ont vendu seulement 8500 exemplaires, refusés 19 fois chez 19 éditeurs. Maintenant, c'est 2,5 millions d'exemplaires par an, 150 destinations. Est-ce que le fait d'avoir un guide, c'est-à-dire d'être son propre guide, est une tendance qui est arrivée aussi avec la démocratisation des billets d'avion et le fait de vouloir vivre son propre séjour? Clairement, mais je pense qu'Internet a en plus contribué à ça. Aujourd'hui, avant, les agences de voyage proposaient des packages, elles étaient vendeuses de quelque chose. Aujourd'hui, l'internaute ou la personne veut faire son voyage elle-même, et le Guide du routard est tout à fait dans cette tendance-là. Ça veut dire qu'il dégage le touriste de toute influence externe. Le touriste va faire son choix parmi des conseils qui ont déjà été prescrits. C'est bien la valeur ajoutée du Guide du routard, c'est de prescrire et non pas de vendre. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche sur Internet, c'est pour ça que ça marche dans le Guide du routard. Le succès de TripAdvisor aussi. TripAdvisor, Lonely Planet, toutes ces... C'est l'expérience en fait. C'est l'expérience des autres. On vend de l'expérience. On vend de l'expérience et on vend... Et d'ailleurs, aujourd'hui, les agences de voyage, même le peu qui en reste, en tout cas, qui existent vraiment et qui ne sont pas sur Internet, se tournent vers des visages d'agences de voyage de partage d'expérience et non pas de vendeuses, quoi. Alors, je vais vous montrer quelques images comme ça de stations balnéaires abandonnées, une station de ski, une station en Espagne où il n'existe plus rien, les installations sont abandonnées. Est-ce que pour vous, Morgane, le tourisme de masse est mort ou est-ce qu'il va continuer à se développer à côté de ce nouveau tourisme ? Je pense que ça se développe en parallèle parce que l'avantage du tourisme de masse, c'est aussi d'avoir des prix low cost. Il y a aussi beaucoup de gens, quand ils voyagent en famille, ils ne sont pas forcément prêts ou n'ont pas le temps d'organiser eux-mêmes au jour le jour. Donc avec un guide touristique. Ce tourisme est réservé aux riches, cet écotourisme Pas forcément aux riches, mais c'est vrai que ça a un coût différent que lorsqu'on achète soi-même. Maintenant, sur Internet, on a tellement de prix low cost partout que je pense que tout reste abordable. C'est aussi une question de temps et d'organisation. Rapidement. Quand je vois les images, je me dis qu'il y a un truc à faire avec ces friches. Il y a peut-être un nouveau tourisme à refaire là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à faire. De l'extrême. Très bien, alors chaque semaine, les blogueurs nous ramènent le meilleur du web, leur meilleur lien. C'est maintenant et c'est le coup de clic. Vous avez un site qui parle de tourisme et de votre famille aussi. Vous allez parler d'un poker tour, enfin d'un tour du monde grâce au poker, c'est ça ? Alors exactement, c'est le blog qu'a monté mon frère qui s'appelle worldpokertrip.net. En gros, il est parti faire le tour du monde de poker. Il se balade en moto. Là, il est en Amérique du Sud, il est en Colombie exactement là. Et il finance son voyage en jouant au poker, autant dans des casinos que dans des parties privées, autant dans des boui-boui que voilà. Et c'est à suivre, c'est sur worldpokertrip.net. C'est écrit merveilleusement bien. Qu'est-ce qui le motive un petit peu plus, le voyage ou le poker ? La rencontre des gens et ça, finalement le poker est juste un moyen, même s'il joue très très bien, c'est juste un moyen, mais c'est la rencontre avec les personnes. Aujourd'hui, il prend pas d'hôtel, il vit chez les gens. Est-ce que justement ça aurait été possible il y a 10 ans d'aller chez les gens, le couchsurfing, on en parle souvent, est-ce que c'est possible d'aller demander Je pense que c'était possible, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Aujourd'hui, il y a des sites qui existent, qui favorisent ça, des couchsurfing, plein de sites qui ont des communautés énormes. Ça, c'est la tendance mondiale. C'est la tendance mondiale, c'est des sites qui aujourd'hui permettent à des tranches de population de voyager en passant hors des sentiers classiques. Et donc ça s'appelle
Coach, lequel? Celui de mon frère. Worldpokertrip.net, World comme le monde et pokertrip.net. Le voyage et le poker. Morgane, votre choix? Alors moi, ça reste beaucoup plus mode et local. En fait, c'est Plataforma Blog. C'est un nouveau site israélien qui est à la fois en hébreu et en anglais, qui parle à la fois de la mode, de la culture, qui est fait par des photographes et des créateurs pour promouvoir un peu en fait la culture israélienne, autant en Israël qu'à l'étranger. Donc je trouve que c'est un bon blog. Vous êtes de retour. Je suis de retour dans monde, Morgane blogueuse plus que globetrotteuse. Très bien. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. Passez de bonnes vacances. Vous allez aller où cette année? Je sais pas encore. J'aime bien prendre les décisions au dernier moment. Yoram? Je vais faire du tourisme alternatif pas loin là, à Tel Aviv. Avec Green Olive. En tout cas, bonnes vacances à tous les deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer comme chaque semaine et à vous d'avoir suivi. Les liens de Morgane, de Yoram sont à retrouver sur notre page Facebook. N'hésitez pas à venir nous parler, interagir avec nous. On vous souhaite malgré tout de belles vacances et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Social Blog sur i24 News. Et d'ici là, restez connectés.